Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Il a donc reçu le feu vert des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat pour devenir le directeur général de la BPI, la Banque publique d'investissement. Mais pour Nicolas Dufourcq, 49 ans, ancien numéro 2 de Capgemini, le plus dur reste à faire car la banque voulue par François Hollande pour aider les entreprises à traverser la crise en leur garantissant des fonds propres reste en plein chantier après 8 mois de passe d'armes entre l'Elysée notamment et les présidents de région. Nicolas Dufourcq aura comme défi à relever d'agréger à la fois OSEO, le FSI, le Fonds stratégique d'investissement dont on ignore encore la valeur, mais aussi un des secteurs, une des branches de la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, qui est, je vous le rappelle, actionnaire à 50-50 de la BPI avec l'État. Tout de suite, donc, retour sur l'audition de Nicolas Dufourcq par la Commission des finances du Sénat. Bonne matinée à tous. Alors, monsieur le directeur, est-ce que je dois dire monsieur le directeur général? Non. Je dois dire monsieur l'inspecteur des finances? Monsieur le préfigurateur? La commission des finances du Sénat vous entend en cette fin de matinée dans le cadre de votre candidature au poste de directeur général de BPI Group, société créée par la loi du 31 décembre 2012. D'ailleurs, vous le savez, le rapporteur général de notre commission, François Marc, a été le premier signataire de la proposition de loi organique et qui nous conduit précisément à ce que le principal dirigeant de la Banque publique d'investissement soit nommé après avis public des commissions des finances des deux assemblées. Et à l'issue de votre audition, nous serons amenés à voter. Je vous rappelle, mes chers collègues, mais nous commençons à être familiers de cette procédure, qu'au terme de l'article 13 de la Constitution, le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des commissions. On vote à l'Assemblée nationale, on vote au Sénat, on ne publie que le scrutin d'ensemble et une éventuelle majorité négative des 3/5 est calculée sur l'addition des votes intervenus au sein de l'une et l'autre des commissions des finances. C'est un exercice de consolidation. Et, monsieur le préfigurateur, vous allez devoir consolider. C'est ce qui me permet de passer au fond du sujet, après avoir rappelé, mais nos collègues le savent, qu'il n'y a pas de délégation de vote pour un tel scrutin de caractère personnel. Cette audition est, conformément à la loi du 23 juillet 2010, une audition publique et ouverte à la presse, retransmise en direct sur le site Internet du Sénat. Monsieur Dufourcq, vous allez nous dire en quelques mots qui vous êtes, rappelez votre parcours. Et surtout, vous nous présenterez votre projet stratégique et comment comptez-vous mettre sur de bons rails ce nouvel établissement, comment faire de plusieurs pièces dont chacune a son existence et sa culture un établissement intégré, un vrai groupe tourner autour de ces différentes vocations, juxtaposition ou union, comment passer, à quel rythme, de la juxtaposition à l'union. Et s'agissant des structures de ce groupe, il a été rappelé au cours du débat parlementaire que vous aviez, à un moment donné, exprimé une préférence technique pour un schéma dans lequel la société active en matière de crédit aurait été la société de tête. Cette préoccupation
a été assez largement développée, contredite au cours du débat parlementaire. Il serait donc utile que vous nous disiez quelle est aujourd'hui votre analyse. L'organisation que nous avons votée est-elle optimale? Assure-t-elle en particulier, je terminerai par là, à BPI les meilleures conditions d'emprunt ou en tout cas des conditions égales à celles qui étaient obtenues par Oseo? Je m'arrête là, Monsieur le préfigurateur, et donc vous prie de bien vouloir introduire notre débat par votre brève présentation et par votre réponse à ces premières questions. Ensuite, le rapporteur général et les membres de la Commission vous poseront leurs propres questions. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le rapporteur général. Je me présente donc, Nicolas Dufourcq, j'ai 49 ans. Je suis depuis 20 ans dans un métier de chef d'entreprise, puisque je suis rentré chez France Télécom en 1993. J'ai passé une dizaine d'années chez France Télécom et une dizaine d'années chez Capgemini. France Télécom, j'y suis rentré pour créer la division multimédia de France Télécom qui regroupait les annuaires, le Minitel, la télévision par câble, la télévision par satellite et quelque chose que j'avais découvert aux États-Unis, qui était l'Internet, que nous avons lancé sous la marque Wanadoo. J'ai donc ensuite transformé cette division multimédia en une société qui s'est appelée Wanadoo, que j'ai cotée le 18 juillet 2000 pour 20 milliards d'euros et qui a ensuite connu une expansion internationale importante. Ça a été ma vie de 1993 à 2003. J'ai quitté France Télécom en 2003 pour rejoindre Capgemini et partir sur une autre aventure entrepreneuriale formidable, puisque la société s'est développée de 50 000 salariés à l'époque à 135 000 salariés aujourd'hui, pour une très grande partie en Europe, aux États-Unis et dans les marchés émergents en Inde et au Brésil. J'étais président directeur général de Wanadoo, numéro 2 de France Télécom et j'ai été numéro 2 de Capgemini pendant donc une dizaine d'années. J'ai accepté la mission qu'on m'a proposée le 17 octobre de préfigurer la Banque publique d'investissement et si ma candidature est acceptée par les chambres, de prendre la direction générale de la Banque publique d'investissement. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un projet entrepreneurial formidable. Il s'agit de rassembler 3 entités qui sont toutes les 3 de très grande qualité. Oseo, FSI et CDC Entreprises sont 3 entreprises bien gérées avec des professionnels de l'investissement ou de la banque qui sont de très grande qualité. On a une chance incroyable. Les rassembler est un projet de construction d'entreprise, c'est ce que j'aime faire. C'est ce que j'ai fait en fait depuis 20 ans et je pense que c'est au fond, c'est mon métier. Voilà. Alors, qu'a-t-on fait pendant ces quelques mois de préfiguration et où en est-on aujourd'hui? Où va-t-on? Je vais rapidement développer ce point. Le 17 octobre, nous avions quelque chose comme un embryon de pacte d'actionnaires entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu'un projet de loi relativement bref. Et tout ceci, j'allais dire, ne faisait pas entreprise. C'est-à-dire que c'était une construction qui était tout de même un petit peu administrative et qu'il a fallu incorporer pour en faire une entreprise. Bon. Je passe sur les intermédiaires de calcul, mais enfin, tout le travail qui a été fait en novembre, en décembre et depuis le début de l'année est un travail consistant à vous proposer une structure qui est une pure structure d'entreprise. Et qui donc respectera ce qui a été la condition du succès aussi bien du FSI que de CDC Entreprises depuis 15 ans et que Oseo depuis tant d'années, puisque l'histoire d'Oseo remonte loin, comme vous le savez. Condition du succès qui est méthode privée, mission d'intérêt général. Le meilleur du privé, le meilleur du public. Voilà. Donc cette banque publique d'investissement, nous la construisons de manière à ce qu'elle soit gérée, opérée, de la manière la plus contemporaine qui soit dans le monde de l'entreprise. Elle aura 2 filiales
une filiale bancaire et une filiale fonds propres. Dans la filiale fonds propres, on va procéder à la fusion de l'ensemble des entités éparses qui composent le périmètre d'aujourd'hui, c'est-à-dire CLC Entreprises, le FSI, ainsi que potentiellement quelques autres sociétés de gestion apportées par la Caisse des dépôts et consignations, Innovation Capital en particulier ou d'autres. De manière à avoir un grand ensemble fonds propres, une seule société, autant que possible, et organisée de manière fluide entre toutes les entités. Sachant qu'aujourd'hui, ce sont des équipes qui se sont plutôt traditionnellement regardées en chaîne de faïence qu'autre chose. Ce sont des équipes qui ont été peu mélangées et plutôt parfois même opposées. Donc nous les rassemblons et nous créons une grande entité de gestion des apports en fonds propres publics. Du côté de la banque, c'est la banque Oseo, au capital de laquelle la Banque publique d'investissement aura 90%, puisqu'Oseo gardera ses actionnaires minoritaires qui sont les banques mutualistes et privées, ainsi que quelques petits actionnaires minoritaires de type Agence française du développement et même d'ailleurs le Conseil régional de Bretagne qui, pour des raisons historiques, a 0,1% du capital d'Oseo. Ça, c'est la structure légale de la BPI. Maintenant, la structure opérationnelle et managériale, dans la logique de ce que j'indique, c'est-à-dire une entreprise normale qui est dirigée par un directeur général avec un comité de direction, eh bien, mon comité de direction sera composé des patrons des 6 métiers de la banque. Et les 6 métiers sont la garantie, le financement, l'innovation, grande direction de l'innovation à la BPI, les fonds de fonds, donc l'investissement dans les fonds privés, les fonds directs PME et les fonds directs grandes entreprises. Ça fait 6 métiers. On rajoute un directeur financier que je nommerai dès que je serai moi-même confirmé comme directeur général, un directeur de la communication, un directeur de la stratégie, un inspecteur général pour le contrôle des risques, enfin tout ce qui est normatif dans l'organisation d'une banque. Nous sommes très proches d'aboutir dans cette structuration-là, de sorte que si ma candidature est acceptée, je pense que nous pouvons accélérer la mise en place de l'ensemble des actions de la BPI. La BPI ne sera légalement ou j'allais dire contractuellement définitivement opérationnelle et incorporée que quand l'opération de fusion-acquisition sera faite, et elle sera faite seulement en mai. Puisqu'il faut attendre la clôture des comptes de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que d'Oseo, clôture des comptes qui interviendra au mois d'avril. Parallèlement, nous avons un dialogue avec la Commission européenne pour obtenir les accords de la Commission au titre des aides d'État. La Commission fait très attention à ce que la construction de la BPI ne soit pas une occasion pour la puissance publique française de réinjecter des dispositifs d'aide d'État qui n'auraient pas été validés. Donc le dialogue questions-réponses a commencé avec la Commission européenne. La Commission ne nous demande pas à ce stade de notifier, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, une procédure beaucoup plus lourde. Questions-réponses. Donc normalement, nous devrions être estampillés fusion-acquisition et Bruxelles en mai. En mai, nous aurons également obtenu l'accord de l'autorité de concurrence française, puisque c'est une concentration, comme vous le disiez, Monsieur le Président. Et puis nous aurons également informé les représentants du personnel, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour que la BPI soit complètement construite. En revanche, on peut dire que la traduction opérationnelle de la BPI commence d'ores et déjà, à la limite même indépendamment de ma personne, puisque les 3 entités font BPI, se projettent déjà. Autrement dit, Oseo a lancé dès le 3 janvier une facilité de trésorerie de 500 millions d'euros pour les PME, avec une dotation budgétaire pour la financer et la bonifier de 50 millions d'euros. Ceci est disponible. C'était une mesure importante du pacte de compétitivité. Depuis le 3 janvier, c'est un produit de la gamme de produits de Oseo qui deviendra BPI Financement. Il faut d'ailleurs que ça se sache parce que c'est un produit qui était très demandé. Il faut beaucoup communiquer pour que les chefs d'entreprise sachent bien qu'il est disponible. Le refinancement du CICE, c'est pareil. Oseo est prêt. Dès que l'instruction fiscale du ministère des Finances sera publiée, nous pouvons commencer à refinancer le CICE de nos clients TPE. Tout est en place, les chaînes informatiques sont en place, le réseau régional d'Oseo est formé. Il n'y a plus qu'à obtenir cette instruction fiscale qui permettra très aisément et sans conditionnalité excessive de céder les créances fiscales.
Ce sont deux exemples d'un mode de fonctionnement de OSEO aujourd'hui qui se projette dans BPI Financement. Quel doit être le contenu de cette instruction fiscale? Le contenu est précisément lié à l'ensemble des dispositions qui permettent la cession de créances fiscales. Hein, voilà. Donc on l'attend, je pense, pour la semaine prochaine ou au plus tard la première semaine du mois de février. C'est un produit qui est très attendu et qui représentera pour BPI Financement OSEO donc environ 2 milliards d'euros de flux sur l'exercice 2013. Hein. Et 2 milliards d'euros, sur les 2 milliards d'euros, il y en aura environ la moitié pour des PME ETI et l'autre moitié pour des TPE auxquels la prestation sera proposée sous la forme d'un fonds de garantie. 2 milliards d'euros sur un total de 10 milliards d'euros pour l'ensemble des PME françaises. 20 milliards d'euros pour l'économie française, la moitié pour les grandes entreprises, l'autre moitié pour les PME, et dans les 10 milliards des PME, 2 milliards pour OSEO. Donc un investissement quand même très significatif. Voilà. Voilà en termes liminaires ce que je peux dire. Bien, merci Monsieur le préfigurateur. Je me tourne vers le rapporteur général. Oui, merci Monsieur le Président. À l'heure qu'il est, nous allons être brefs les uns et les autres. Je fais partie ici avec, je crois, beaucoup de collègues sénateurs de ceux qui ont estimé que la création de cette BPI était une excellente initiative. Et je m'aperçois en vous écoutant, Monsieur Dufour, que vous avez déjà pris à bras-le-corps ce dossier et que les ambitions que nous avons pour la réussite de ce projet, vous les mettez clairement en avant et vous les partagez en annonçant d'ores et déjà vouloir accélérer les choses le plus possible et faire en sorte que OSEO soit partie prenante dans la réussite des attentes, des besoins et des ambitions qui sont clairement manifestées aujourd'hui au plus haut niveau en France. Donc je ne peux que vous donner acte de cet engagement clairement manifesté pour la réussite de ce projet. Je vais néanmoins me permettre de vous poser 2 ou 3 questions très simples. La première, en ce qui concerne la gouvernance de cet ensemble qui regroupe donc différentes entités, en particulier 2, l'une donc qui est une unité prêteuse et l'autre qui est une unité, j'allais dire, investisseuse. Ne craignez-vous pas, en étant responsable de l'ensemble et donc implicitement PDG de l'une et de l'autre composante, voir apparaître dans les temps à venir quelques risques de conflit d'intérêts entre ces 2 unités qui ont des vocations certes un peu parallèles, mais qui peuvent parfois sur le terrain se trouver parfois dans des sujets de contradiction. Donc comment voyez-vous à l'avenir? Est-ce une situation durable que d'envisager les choses sous cet angle, avec une gouvernance clairement unifiée pour l'avenir? Et quelle place envisagez-vous de réserver aux responsables qui étaient à la tête de ces entités, même si ce n'est pas de vous uniquement que cela dépend, mais peut-être pourriez-vous nous informer sur les évolutions de carrière qui sont envisageables pour ces responsables qui ont fait du bon travail, vous l'avez dit vous-même. Je pense au directeur d'OSEO qu'on connaît ici, qu'on a reçu de nombreuses fois, Commission des finances du Sénat, M. Drouin. Voilà, donc c'est un premier point d'éclairage que vous pouvez nous apporter. Deuxièmement, en ce qui concerne les fonds dont va avoir besoin BPI pour fonctionner, est-ce que vous envisagez d'accélérer la libération des capitaux propres qui ont été souscrits et qui restent à verser à OSEO 500 millions et au FSI, là il y en a bien plus, 3,6 milliards, parce que là c'est une question qui évidemment porte sur les questions de budgétaires et dès lors il n'est pas inintéressant d'avoir un point d'éclairage à ce sujet. Et puis enfin, s'agissant des régions, une question qu'on peut se poser, c'est de savoir si au fond il y aura un modèle unique pour le fonctionnement de la BPI dans les régions, ou bien s'il y aura un fonctionnement à la carte. Au fond, c'est une question qu'on
on peut là aussi se poser, parce qu'on a bien senti qu'au niveau des prix en région, il y avait la volonté d'exister d'une façon significative au travers des comités régionaux d'orientation, et dès lors, en termes donc de fonctionnement dans le temps, comment cette marge d'autonomie qui semble-t-il est souhaitée par les prix en région va pouvoir être prise en considération. Est-ce qu'il y aura une forme de fonctionnement à la carte? Voilà, Monsieur le Président, quelques questions simples pour compléter les informations qu'on a déjà obtenues. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur général. Je me permettrai d'y ajouter une question technique sur le modèle prudentiel. Est-ce que vous pouvez, Monsieur Dufour, nous confirmer que deux modèles prudentiels coexisteront bien au sein de ce groupe, le modèle de droit commun, le modèle de Bâle pour la filiale de crédit, et d'autre part le modèle Caisse des dépôts, qui est sans doute plutôt plus contraignant pour les interventions en fonds propres. J'ai compris qu'il y aurait coexistence de ces deux modèles prudentiels. Est-ce bien le cas ou sinon, quel est le régime, le modèle prudentiel selon lequel fonctionnera BPI Group? Très bien, je vais répondre à ces 4 questions. Sur la question du conflit d'intérêts, qui est évidemment une question fondamentale, je vais la traiter sous plusieurs angles. Pourquoi? Parce que, au fond, le cœur du sujet, il est dans les régions, puisque nous avons des délégations régionales d'OSEO qui accordent des crédits, des avances innovation, des prêts à taux zéro, des avances remboursables. 90% des décisions sont prises en région. 90% des décisions de crédit et d'innovation sont prises en région. Nous allons développer l'activité fonds propres en région. Aujourd'hui, ça représente à peu près 36 chargés d'investissement, professionnels de l'investissement. Certaines régions ont 4 ou 5 personnes, d'autres une seulement. Nous allons doubler cette taille pour aller progressivement vers une structure qui représentera au total en France une centaine de personnes. Dans les directions régionales de la BPI, il y aura donc des professionnels du crédit et des professionnels des fonds propres. Les professionnels des fonds propres de la direction régionale ne reporteront pas structurellement au directeur régional de la BPI, mais seulement fonctionnellement pour la gestion des ressources humaines, le partage d'expériences, etc. En revanche, leur chaîne de commandement et de reporting opérationnel sera l'activité fonds propres de la BPI. Autrement dit, ils seront rattachés à des délégations interrégionales des fonds propres, il y en aura 6, qui elles-mêmes seront rattachées à la structure fonds propres de la BPI, qui s'appellera probablement BPI France Investissement. Voilà. Ils seront tous, ces responsables de fonds propres en région, salariés, non pas de l'entité légale OSEO, mais de l'entité légale Société de gestion fonds propres BPI France Investissement. Cette société de gestion, elle sera une société de gestion agréée par l'AMF, gérant des fonds communs de placement à risque. Et donc vous aurez dans une direction régionale d'OSEO à la fois des banquiers salariés d'OSEO, statut OSEO, et des investisseurs salariés d'une société de gestion AMF, statut, par parenthèse d'ailleurs, Caisse des dépôts et consignations. Je ne me suis pas lancé dans un chantier de fusion des statuts qui ne paraissait pas du tout être la priorité du moment. D'un côté, on a 2000 salariés, de l'autre côté, 200. On le fera un jour, peut-être, mais en tout cas, c'est absolument pas la priorité. Voilà. Et donc, le directeur régional de la BPI, il aura une vision 360 degrés de ce qui se passe dans les fonds propres de sa région, mais il ne participera pas aux décisions d'investissement. Il ne participera pas aux décisions d'investissement. Au cas particulier des fonds privés dans lesquels nous injectons de l'argent dans notre activité fonds de fonds, nous finançons 90 fonds régionaux. Donc, dans toutes vos régions, les fonds régionaux sont financés aujourd'hui par la Caisse, donc demain par la BPI. Le principe est exactement le même. Qui va représenter la BPI au conseil d'administration de ces fonds? Très simplement, s'il y a une place, ça sera BPI fonds propres. S'il y a 2 places, ça sera BPI fonds propres plus le directeur général de la BPI. Mais sans pouvoir de décision sur les investissements fonds propres. Voilà la philosophie. Et c'est là que sont les grands flux d'investissement direct de la BPI, puisqu'aujourd'hui on fait 90 dossiers en région par an, et demain on va monter à 150, peut-être même 200 dossiers par an. Les dossiers traités en national maintenant sont en faible nombre. C'est les, grosso modo, 10 investissements du FSI chaque année, plus, je dirais, une vingtaine d'investissements faits dans les fonds thématiques
biotechnologie, éco-transition, Internet, fonds de capital et de co-investissement, mode et participation, enfin voilà. Donc c'est un nombre relativement limité. Les décisions d'investissement pour ces fonds-là sont prises dans des comités d'investissement de la société de gestion CDC Entreprises, comités d'investissement composés des équipes d'investissement elles-mêmes, plus le cas échéant d'un ou des souscripteurs qui sont l'État et la Caisse des dépôts et consignations. Et donc, on est dans une gouvernance qui est totalement déconnectée de la gouvernance bancaire. Il y a des comités d'engagement bancaire, il y a des comités d'engagement et de décision en investissement. Ce qui honnêtement, laisse très très peu de place à des sujets de conflit d'intérêts majeurs. Je dirais que le grand conflit d'intérêts potentiel, c'est un dossier important qui passe en comité d'investissement du FSI, d'une entreprise dans laquelle il faut mettre 15 millions d'euros, et qui passe dans le même temps dans un comité d'engagement de BPI France Financement, donc de Oseo. C'est extrêmement rare. Dans ce cas-là, on le gérera par l'abstention du dirigeant, c'est-à-dire de moi-même, à chacun de ces comités d'investissement. Je prends un exemple qui est Altis, que vous connaissez bien, j'imagine. Donc Altis a fait l'objet à la fois d'un crédit Oseo et d'une avance, d'une injection de fonds propres du FSI, plus des obligations convertibles. Bon, dans un cas comme celui-ci, le directeur général de la BPI ne peut pas participer aux réunions. Il ne participera pas aux réunions. Alors ensuite, les capitaux non libérés. Oui, en effet, 3,6 milliards d'euros pour le FSI et théoriquement 500 millions d'euros pour Oseo. Bon, les 3,6 milliards d'euros du FSI, ce que nous recommandons, c'est que 1,6 milliard d'euros soient versés à la fin de l'année 2013 pour assurer la trésorerie du FSI en 2014. Ensuite se pose la question des 2 autres milliards. Ces 2 autres milliards sont juridiquement libérables avant septembre-octobre 2014, c'est-à-dire 5 ans après la création du FSI. Voilà, la situation de fait. Bon, est-ce que l'État et la Caisse des dépôts et consignations voudront libérer ce capital avant septembre 2014, ou bien est-ce qu'on devra trouver une méthode permettant de reporter de quelques années la libération de ce capital? C'est à voir, c'est à discuter avec nos actionnaires. Ce qui est certain, c'est que si nous obtenons les 1,6 milliard de la fin 2013, nous avons de quoi fonctionner pendant les années 2014-2015. Il n'y a pas d'urgence absolue à avoir les 2 autres milliards. Avec cet argent-là, nous avons aujourd'hui la possibilité d'investir 2 milliards d'euros par an. 2 milliards d'euros par an en fonds propres des PME françaises et des entreprises françaises, c'est déjà considérable. Alors le modèle, pour Oseo maintenant, 500 millions d'euros d'augmentation de capital. 500 millions d'euros, je pense qu'il est clair maintenant que nous ne les aurons pas et que sur les 500 millions d'euros, nous aurons seulement 100 millions d'euros. Et les autres 400 millions d'euros sont réinjectés au travers du programme investissement d'avenir en une initiative du PIA de fonds thématiques. Donc réinjectés, plutôt que d'être en BPI financement, ils seront en BPI investissement. Et s'ajouteront donc aux ressources dont on parlait à l'instant de capital non libéré du FSI. On parle de 690 millions d'euros que le Conseil général de l'industrie, PIA, a l'intention de nous confier en gestion pour une activité supplémentaire de fonds, allant vers des fonds privés qui sont eux-mêmes spécialisés sur des thèmes d'investissement sectoriels ou filières. C'est effectivement dans CDC Entreprises aujourd'hui, demain dans BPI Financement, BPI Fonds propres. Alors, est-ce que c'est grave de ne pas avoir les 500 millions d'euros d'Oseo? C'est pas très grave, puisqu'aujourd'hui Oseo a franchement les moyens avec ses fonds propres. Donc le budget de l'État peut les garder? En l'occurrence, ils sont réaffectés. D'accord. Ces sommes-là sont réaffectées en fonds filières. D'accord. C'était des sommes qui venaient du PIA. Et donc, dans le cadre des arbitrages que le Premier ministre a annoncé lundi dernier, ces sommes-là ont été déplacées. Elles restent en fait à la BPI, mais elles passent de financement à fonds propres. Bon, c'est bien noté. Merci beaucoup. Alors, les régions... Est-ce qu'il y aura un modèle unique de BPI en région? Alors, la réponse est oui, il y aura un modèle unique de BPI en région. En revanche, est-ce qu'il y aura un modèle unique de relation entre BPI région et les conseils régionaux? La réponse est non. On s'adapte à chacune des régions
à leur souhait, à l'existant, qui est en général extrêmement riche. Dans la plupart des régions, on n'a en effet pas attendu la création de la BPI pour créer des fonds communs de garantie, des fonds communs d'innovation ou des cofinancements sur des initiatives de crédit, sans parler des fonds d'investissement qui sont déjà financés par la Caisse. Donc on va encore une fois faire le diagnostic précis de ce qui existe dans chacune des régions et voir dans quelle mesure, dans une logique d'amélioration continue, on peut faire plus et mieux. Plus et mieux, ça veut dire certainement plus de moyens dans tel ou tel cas. J'étais lundi avec le président du conseil régional de Lorraine, et je lui ai dit on pourrait tout à fait, en Lorraine, faire un prêt pour l'innovation. C'est finalement peu d'argent mobilisé, il suffirait de 500 000 € pour la région Lorraine, pour permettre à BPI de lancer le prêt pour l'innovation en Lorraine. Voilà une idée. Donc, on peut faire la même chose pour le prêt vert, par exemple, ou pour le prêt pour l'export. Il y a des régions qui veulent mettre les bouchées doubles sur l'export. Donc voilà. C'est des discussions qui ont commencé avec des programmes d'action qui vont être mis en place et qui seront suivis dans mon équipe par une personne à plein temps qui sera chargée de suivre les 22 plans régionaux, d'assurer le reporting de ces plans au profit des régions, et puis de vérifier que les bonnes idées du nord de la France sont appliquées au sud et inversement. Alors en revanche, oui, il y aura un modèle régional de BPI qui sera standard, avec un directeur régional de la BPI qui aura 3 délégués, un délégué fonds propres, un délégué financement et un délégué innovation. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le délégué fonds propres lui rapportant en pointillé et rapportant en direct à la structure nationale de la BPI. Modèle prudentiel, Monsieur le Président, oui, modèle prudentiel de la Caisse sur la partie fonds propres et BAL 3 sur la partie bancaire. Est-ce que ça pose un problème à la BPI? La réponse est non. Le problème que ça aurait pu poser et qui inquiétait beaucoup l'État, actionnaire à 50%, c'était est-ce que le modèle prudentiel de la Caisse peut, le cas échéant, empêcher le développement de la force de frappe bancaire de la BPI? Nous avons fait tous les calculs et j'ai posé une seule question qui était la suivante. Est-ce que, en respectant le modèle prudentiel de la Caisse des dépôts et consignations, on peut, si nécessaire d'ailleurs, et aujourd'hui ça n'est pas encore, mobiliser 10 milliards d'euros de crédit de plus en force de frappe chez Oseo, en plus des 30 d'aujourd'hui? La réponse est oui. Donc si on veut, en l'occurrence on n'est pas à 30, on est à 25, on va passer à 30 par capitalisation des profits. Si les failles de marché bancaire étaient telles qu'il fallait réellement intervenir dans ces proportions-là, peut-on monter de 30 à 40 milliards d'euros? La réponse est oui, en respectant le ratio Tier 1 de la Caisse qui est de 65%. Ceci a permis de dédramatiser complètement la question. Donc nous avançons de cette manière-là. Maintenant, si dans les années qui viennent, il s'avère que parce qu'on a donné à la BPI des tâches supplémentaires, des fonctions supplémentaires, le fameux modèle prudentiel de la Caisse commence à poser question, eh bien les deux actionnaires se réuniront pour en discuter. Ce sera une clause de revoyure. Mais on peut parfaitement démarrer avec. Merci beaucoup de ces réponses. Alors je suppose qu'un certain nombre de collègues souhaitent vous interroger. Donc, alors j'ai noté des demandes d'intervention de M. Patria, de Mme Keller, de M. Éric Bocquet, de M. Thierry Foucault, Mme Marie-Hélène Deségaux, M. Patria, je l'ai noté le premier, M. Michel Berson, et à ma droite, personne à ma droite, pour l'instant. Je parle de la droite géographique, n'est-ce pas? Bon. Alors, monsieur le préfigurateur, veuillez entendre la question de monsieur François Patria, président de la région Bourgogne. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Dufour, comme moi, je voudrais ici saluer la grande volonté de dialogue dont vous avez fait preuve au cours de ces dernières semaines, rencontrer sur le terrain tous les acteurs, les élus, beaucoup. Et moi, j'ai eu plaisir de pouvoir vous rencontrer pour évoquer la vision que pouvait avoir chaque président territorial. Vous n'avez pas vu que des présidents de région, vous avez vu beaucoup d'autres personnes, et puis vous avez déjà répondu à beaucoup de questions. Et François Marc a posé la question essentielle. Donc je ne vais pas vous la reposer. D'autant plus que je ne suis pas dans une position d'hégémonie régionale où les régions voudraient, aujourd'hui, si elles sont déjà partie prenante, et vous l'avez dit, si elles ont déjà beaucoup créé de fonds spécifiques, où moi je pense que la BPI doit jouer son rôle pleinement, à côté des régions,
en associant nos outils. Et le schéma de mise en réseau qu'on a proposé pour la Bourgogne, que vous avez préparé par ailleurs, me paraît être le schéma qui correspond au territoire. Je comprends bien que d'autres régions ont d'autres. J'en ai parlé aussi avec Jean-Pierre Masseret ces jours derniers, région Lorraine. Donc, ce que vous proposez aujourd'hui comme dialogue en disant il y aura une structure en région qui sera unique, qui travaillera avec les régions, le guichet unique n'est pas forcément la bonne réponse. Nous satisfait, me satisfait. Donc, on aura le plaisir, ça a été annoncé le 21 février à Dijon, d'avoir première réunion. J'en suis très honoré. Je pense que beaucoup d'autres élus seront associés. Nous en parlons aussi, même si les régions ont le rôle de chef de file économique avec les structures infraterritoriales, qui sont prêtes, elles-mêmes participant aussi à d'autres financements, à s'associer à notre démarche coopérative. Donc, ce n'est pas une question, mais puisque vous avez répondu déjà à François Marc, c'est un assentiment. Une petite question subsidiaire simplement. Dans les rôles de la BPI, la transition énergétique fait partie de ses missions aussi. Elle a été demandée par le chef de l'État. C'est la création de beaucoup d'emplois délocalisables. Nous avons créé par exemple un cluster éolien en Bourgogne que nous souhaitons accompagner. Là où on fait un peu moins sur le photovoltaïque et aussi dans tout ce qui est biomasse et autres. Est-ce qu'à l'identique de ce qui se fait aujourd'hui, à la fois en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni et en Allemagne, où il y a des banques publiques spécifiques qui ressemblent un peu à la BPI, qui font des prêts automatiques dans ce genre d'investissement, je pense à KfW ou à Green Investment, est-ce que la BPI entend s'inspirer de ces exemples pour ce domaine particulier qui va conditionner pas mal de création d'emplois? Merci. Merci à François Patria. La parole est à Fabienne Keller. Oui, merci beaucoup. Monsieur Dufourc, trois questions. J'avais compris que le financement de l'isolation de 500 000 logements, qui était dans le programme présidentiel, devait transiter par les BPI. Comment ça marche? Deuxième question, OSEO, peut-être bien le FSI, était bénéficiaire de gros montants du grand emprunt pour être capitalisé, avoir des moyens supplémentaires. Est-ce que tout ça se poursuit? Et enfin, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le subtil équilibre entre respect des trois structures, OSEO, FSI, CDC Entreprises, et la nécessaire fusion, synergie dans la BPI? Enfin, comment vous concevez cette... Oui, d'ailleurs, sur ce point, écoutez, grand intérêt vos réponses, mais j'avais posé la même question dans mon introduction. Enfin, je n'ai pas entendu de réponse... j'ai peut-être été inattentif, mais enfin, je crois qu'il est très utile que l'on revienne sur cet aspect des choses. C'est une sorte de philosophie voilà. qu'il faudrait nous présenter. Juxtaposition, culture d'entreprise, comment est-ce qu'on passe d'un schéma à l'autre? Et la parole est à Éric Bocquet. Bien, merci Monsieur le Président. Donc, Monsieur Dufourc, nous avions évidemment, en tant que groupe, salué l'initiative de la création de cette BPI. Nous l'avions d'ailleurs soutenue et expliqué pourquoi nous l'avions soutenue. Mais nous avons toujours une certaine réserve régulièrement quant aux nominations proprement dites. Donc n'en prenez pas ombrage, Monsieur Dufourc, surtout pas. Il ne s'agit pas de votre personne, mais d'une manière générale, nous avons beaucoup de réserves sur les nominations, quelles qu'elles soient, quelque organisme qu'elles concernent. Donc nous nous abstiendrons sur le moment du vote en question. Mais sur le fond, j'aurais quelques questions très concrètes et courtes à vous poser. Sur quelle qualité respective de la CDC, d'OSEO et du FSI allez-vous pouvoir vous appuyer de l'expérience accumulée par ces organismes en matière d'investissement public? Comment allez-vous utiliser les atouts dont vous avez pu découvrir l'existence dans les trois organismes en question? Ensuite, quels sont, à vos yeux, les objectifs prioritaires en termes d'intervention de la BPI? Quelles sont les urgences dans les mois qui viennent, à vos yeux, qui apparaissent? Et troisième question en matière d'organisation, de quels moyens humains allez-vous disposer? Et la question suivante, vous l'avez abordée dans votre intervention préalablement, mais je m'interroge sur l'articulation que vous allez mettre en place avec les territoires et les élus, et y compris peut-être les représentants du personnel des entreprises concernées, par exemple. Vous avez dit, et c'est légitime, vouloir vous adapter à la réalité des régions. Il y a des spécificités, les territoires économiques ne sont pas du tout les mêmes, mais comment allez-vous articuler, dans ce cas-là, votre intervention avec la vision des élus et leurs représentants dans les territoires concernés? Merci. Merci à Éric Bocquet. La parole est au président Thierry Foucault. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur Dufourc. Bon, personne ici n'est sans savoir que les entreprises publiques locales, dont le mouvement d'ailleurs est en forte croissance,
constituent pour les territoires des leviers efficaces et en même temps réactifs en matière de développement économique et bien sûr sont des donneurs d'ordre majeurs pour les PME. Alors on sait bien que les EPL sont éligibles aux activités de la BPI, dont l'action, bien sûr, comme vous l'avez rappelé, est orientée sur les petites et moyennes entreprises, mais ceci sans référence au droit communautaire. Et que, dans les faits, seuls certains produits de la BPI sont ouverts aux EPL, à savoir les prêts à moyen ou long terme. Alors, nous pensons qu'il y a un enjeu là pour les entreprises publiques locales, à savoir ouvrir un plus grand nombre de produits aux EPL, et que bien sûr cette décision relève de la doctrine d'intervention de la BPI. À partir de là, j'ai deux questions, Monsieur Dufourcq. Quelle sera la doctrine d'intervention de la BPI vis-à-vis des EPL? Et une deuxième question, à partir du fait que certains prêts limités aujourd'hui aux PME au sens, bien sûr, du droit communautaire, pourraient-ils être ouverts aux SEM et aux SPL? Je vous remercie. Merci beaucoup à Thierry Foucault. La parole est à Marie-Hélène Deségo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Dufourcq, moi j'aime beaucoup votre parcours de chef d'entreprise avant de devenir banquier. Voilà. Ma question, elle est quel est de votre point de vue l'enchaînement, le lien qui pourrait avoir lieu entre la BPI et la COFAS? Merci à Marie-Hélène Deségo. La parole est enfin, dernier intervenant inscrit jusqu'ici, à Michel Berson. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Dufourcq, je voudrais savoir quelles sont les orientations que vous entendez donner à la BPI pour optimaliser le crédit d'impôt recherche, qui, comme chacun sait, est au service de l'innovation, de la compétitivité. Il semblerait qu'il y ait un obstacle pour le préfinancement du crédit d'impôt recherche pour les TPE, PME et ETI, et dans la mesure où on n'assimilerait pas le remboursement anticipé donc du crédit d'impôt recherche au remboursement de la TVA. Il y a une grande similitude entre les deux. Alors vous nous avez annoncé que vous allez refinancer le crédit d'impôt compétitivité emploi. Est-ce que vous avez comme objectif d'optimaliser l'usage du crédit d'impôt recherche? Beaucoup à Michel Berson. Il n'y a pas d'autres demandes de parole. J'aurais voulu ajouter une dernière question de caractère technique. Monsieur le préfigurateur, au cours du débat parlementaire, et d'ailleurs vous y avez fait allusion dans votre précédent propos, il a été évoqué la possibilité de transférer des actifs d'une filiale à l'autre du groupe en fonction des besoins. Au vu des masses, ceci permet de penser que des transferts pourraient concerner des actifs actuellement dans le FSI et susceptibles d'être transférés vers OSEO. Et si de tels transferts d'actifs étaient envisagés, il pourrait, du point de vue des finances publiques, poser question. On peut notamment se demander si l'État actionnaire ne pourrait pas être tenté d'alléger par ce biais des charges incombant à l'État financeur qui subventionne aujourd'hui le soutien à l'innovation ou les garanties d'OSEO. Il est donc important de savoir quelles règles encadreront la circulation des fonds, la circulation des actifs entre les activités de financement et d'investissement de la BPI, car, bien sûr, nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas de débudgétisation. Bon, c'est à des fins de clarification que je vous pose cette question. Au demeurant, ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur le capital non appelé montre qu'il y a au contraire plutôt rebudgétisation que débudgétisation, si j'ai bien compris.
Voilà, donc à vous de bien vouloir répondre aux différentes questions, après quoi nous aurons la redoutable tâche de devoir nous prononcer par un vote. Très bien, merci Monsieur le Président. Alors, sur la transition énergétique, merci. Sur la transition énergétique, Oseo est extrêmement présent, sans d'ailleurs communiquer beaucoup, hein, mais je vous donne quelques chiffres très rapidement. Dans le domaine de l'innovation, Oseo consacre 20% de ses budgets d'intervention en aide à l'innovation à des projets qui sont liés au développement durable et à la transition écologique, hein, Monsieur Patria. 20% de Oseo Innovation, c'est déjà la transition écologique. Dans la partie crédit bail, prêt à long terme, prêt à moyen terme, c'est une masse de 500 millions d'euros qui est prêtée chaque année, en l'occurrence en 2012, à la transition énergétique, c'est-à-dire 15% du total des cofinancements d'Oseo en 2012. Donc c'est déjà significatif. Il faut que vous sachiez qu'Oseo est un acteur majeur de l'éolien et du photovoltaïque en France. Absolument majeur. Le seul sous-secteur dans lequel Oseo est absent, c'est l'éolien offshore. Mais pour le reste, en particulier chez Oseo Bretagne, mais pas seulement, il y a énormément de dossiers qui sont des dossiers de transition écologique. On va continuer. Et puis au catalogue d'Oseo, vous avez un prêt vert, vous avez un prêt éco-énergie. Enfin, il y a toute une gamme de produits qui va être développée. Alors, le financement d'isolation de 500 000 logements, Madame la sénatrice, je ne sais pas répondre à la question. Je suis désolé. Je vous reviendrai. Alors, la question sur le PIA chez Oseo. Le PIA intervient dans Oseo à double titre. Un, il y avait la promesse d'augmentation de capital dont j'ai parlé, qui a été revue à la baisse et transférée vers les fonds propres. Et deux, le PIA ainsi que le FUI, bref, tous les fonds du ministère de l'Industrie, donnent en gestion à Oseo Innovation des volumes de subventions à distribuer, qui sont des volumes très importants. Oseo Innovation pour l'avance remboursable et le prêt à taux zéro, c'est chaque année une dotation budgétaire de l'ordre de 200 à 250 millions d'euros. Vous devez rajouter à ça environ 300 millions d'euros de subventions qui sont gérées par Oseo pour le compte du ministère de l'Industrie. Mais c'est des subventions qui sont fondées sur un principe différent qui est celui d'un appel d'offres thématique, appel à proposition, jury, décision, instruction du dossier et ensuite suivi du projet dans la durée. Voilà ce que font les équipes d'Oseo Innovation en région. Alors ensuite, culture d'entreprise, synergie, etc. Bon, ça c'est très précisément la raison pour laquelle, depuis le début, en examinant le sujet, je me suis dit qu'une gouvernance dans laquelle il y aurait un directeur général qui aurait simplement 2 collaborateurs, qui seraient un patron de la banque, un patron des fonds propres, n'avait aucune chance de produire une entreprise. Aucune. Donc j'aurai un comité de direction avec les 6 patrons métiers qui vont travailler ensemble. Vous ne serez pas surpris que, dans l'attente de toutes les confirmations de ma candidature, etc., j'ai quand même organisé des transversalités et des contacts entre ces populations qui ne se parlaient pas. Donc nous avons fait des réunions communes, des séminaires communs, et les gens se sont progressivement découverts, avec énormément d'intérêt pour une raison très simple, qui est qu'ils adressent les mêmes clients. Donc, comme d'habitude dans le monde de l'entreprise, et on est dans le monde de l'entreprise, quand vous rassemblez des entités qui ne se parlaient pas mais qui ont les mêmes clients, eh bien, vous avez un rayonnement d'énergie, d'initiative, on pourrait faire ci, c'est fantastique ce que vous faites, etc. Donc, la BPI va rayonner pour cette simple raison-là. Je n'ai pas besoin d'imposer des synergies, les gens ont envie de travailler ensemble. Alors, il y a une dimension de l'organisation de la BPI qui va nous permettre d'accélérer cet effet, encore une fois, synergétique, c'est la direction de l'innovation. Il y a aujourd'hui Oseo Innovation et de l'autre côté, des fonds d'investissement dans les biotechnologies, la transition écologique et l'Internet. Ces gens-là ne se parlaient pas. Et donc, le continuum de l'innovation n'était pas assuré. Je proposerais de mettre l'ensemble de ces entités dans une seule direction, sous une seule autorité. Donc une personne aura la responsabilité du continuum de l'innovation. Alors, sur quelle qualité respective et atouts s'appuyer, j'allais dire tout simplement à la fois l'extrême professionnalisme des équipes et la culture d'entreprise. La culture d'entreprise d'Oseo, elle est une culture PME. C'est une culture de rapidité, de délai court. C'est une culture de franchise dans l'expression. Les gens sont
extrêmement cash, hein, comme des patrons de PME, et c'est une culture très entrepreneuriale. Moyenne d'âge de Oseo, faible. Je suis encore impressionné par la visite que j'ai eue le lundi chez Oseo en Lorraine et à Nancy. Il n'y a que des jeunes. Enfin, et quand je dis des jeunes, c'est des jeunes de moins de 30 ans. Donc c'est une entreprise qui est très dynamique, très jeune et très entrepreneuriale. Si vous prenez CDC Entreprises, au fond, c'est la même chose, puisque CDC Entreprises a doublé de taille depuis 2011. Donc énormément de recrutement de jeunes. Et vous prenez le FSI est une start-up, puisqu'il a été créé en 2011. Énormément de jeunes aussi. Et donc, autant l'impression mentale qu'on peut avoir d'une banque publique d'investissement installée pourrait laisser penser que c'est une structure qu'il va falloir déplacer, la vérité, c'est que c'est un chevaux léger. C'est un chevaux léger, c'est une très belle corvette qui, naturellement, va avancer assez vite. Objectif prioritaire, urgence, le pacte de compétitivité. Donc l'urgence absolue, c'est la trésorerie des PME. Donc la facilité de trésorerie, le préfinancement du CICE et toutes les actions qui sont menées par Oseo. Deuxième urgence, augmenter la puissance de feu d'investissement en fonds propres en région. Donc, une initiative que je propose de prendre et que je confirmerai si ma candidature est adoptée, c'est de doubler les effectifs des FSI Région et les fonds gérés par FSI Région. Donc de passer de 300 à grosso modo 600 voire 700 millions d'euros et de 45 professionnels à 90 voire 100 professionnels. Donc une montée en puissance très importante des FSI Région. Voilà. Ça, ce sont les trois urgences qui nous occupent. Et vous pouvez rajouter des sujets qui sont fondamentaux, comme en particulier la titrisation de crédit de PME, de manière à ce que l'assurance vie française puisse acheter du crédit de PME de qualité, ou bien le marché obligataire des PME. Autre urgence, l'export. Je suis frappé de voir que, très, très sincèrement et en transparence, je découvre le drame de l'export dans lequel nous sommes tous. Ayant travaillé pendant 10 ans chez Capgemini constamment à l'international, je ne m'en étais pas rendu compte. Parce qu'une entreprise qui se développe à l'international, elle se développe. Et je n'avais pas conscience des 80 milliards d'euros. Or, les 80 milliards d'euros, pour les combler, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un changement d'attitude et d'énergie investie dans le monde des PME françaises. L'automobile ne remontera pas et l'énergie, elle est ce qu'elle est. Donc le plan export des PME françaises est un sujet qui me paraît absolument majeur. Qu'est-ce que la BPI peut faire? Plusieurs choses. Elle est le grand réseau de distribution de toutes les aides publiques potentielles aux PME françaises. C'est le réseau le plus capillaire et c'est le réseau le plus entrepreneurial, le moins administratif, si je puis dire, le moins bureaucratique, le plus rapide, le plus efficace. Voilà. C'est donc un actif fantastique. Je recommanderais fortement que la BPI, via Oseo, distribue l'assurance prospection de la COFAS, par exemple. Nous avons déjà décidé que Ubifrance logerait dans les directions régionales d'Oseo 40 responsables d'Ubifrance, de manière à ce qu'ils soient connectés au réseau de distribution d'Oseo, qui n'est pas un guichet, qui est un réseau proactif où chaque chargé d'affaires de Oseo va voir 100 entreprises par an avec sa voiture. Ce sont des sujets qui se traitent dans la cuisine des PME. C'est ce que fait Oseo. Donc il faudra, ce sera ma recommandation, de plus en plus utiliser BPI Financement, Oseo, pour placer toute la gamme de produits d'aide à l'export de la puissance publique. Aujourd'hui, je trouve que c'est très insuffisant. On peut faire beaucoup, beaucoup plus. Les moyens humains, j'en ai parlé. L'organisation, j'en ai parlé. L'articulation avec les élus, bon, elle est faite d'un dialogue constant, à tous les niveaux, national et régional, les comités d'orientation régionaux, le comité national d'orientation, et elle est faite d'une philosophie qui est une philosophie de haute couture, c'est-à-dire qu'encore une fois, on fera 22 plans différents. Et je dirais, c'est le message que je livre aux présidents de conseils régionaux, plus on en fera, plus on sera content. Et je pense qu'on peut, dans l'export, faire beaucoup plus. On peut, dans l'innovation, faire beaucoup plus. On peut, dans les crédits mezzanines à moyen terme, faire plus. Et le message que je donne aux présidents de conseils régionaux, c'est on peut faire beaucoup plus dans le crédit. Il n'est pas forcément nécessaire de faire beaucoup plus dans les fonds propres. Il y a déjà beaucoup d'argent dans les fonds propres.
on va en remettre. Hein. En revanche, pour faire du bon crédit moyen terme bonifié, pas cher, sans prise de garantie sur le patrimoine de l'entrepreneur, il faut de l'argent. Le prêt pour l'innovation du président de la République, annoncé à Oseo Excellence, on ne peut pas le lancer parce qu'on n'a pas l'argent. Donc si les régions veulent contribuer, c'est plutôt dans cette direction-là que je proposerais qu'elles investissent à nos côtés. Le prêt pour l'innovation, il est fantastique. C'est un prêt à 7 ans, 100% garanti. 100% garanti, parce que le taux de sinistralité sera inévitablement élevé. Pas de prise de garantie sur le patrimoine de l'entrepreneur. Bon, très belle idée, on ne peut pas la lancer. Ce qui m'amène à votre question sur la circulation du capital et des fonds propres à l'intérieur de la BPI. Bon. Il y a une circulation du capital qui est absolument indispensable, et c'est celle qui permet d'augmenter le capital d'Oseo pour que Oseo puisse faire plus de crédit. Celle-ci, elle passera par le dividende des fonds propres et une décision souveraine du conseil d'administration d'affecter ce dividende à une augmentation de capital de la filiale bancaire. La gouvernance est là pour protéger la Caisse des dépôts et consignations, puisque si la Caisse refuse que le dividende soit affecté à une augmentation de capital de la banque, eh bien ça ne se fera pas. Donc l'État ne peut pas faire défaut en la matière, à ses obligations. Ça vaut également pour les aides à l'innovation. Aujourd'hui, ou la garantie. Aujourd'hui, l'État verse, donc dans le budget 2013, 215 millions d'euros pour l'innovation, 100 millions d'euros pour la garantie, 50 millions d'euros pour la trésorerie, plus des chouïas qui sont 20 millions par-ci, 20 millions par-là, pour faire des crédits mezzanines. Hein. Je vois très peu de risques de débudgétisation sur l'innovation, parce que la ligne existe, elle est extrêmement stable, elle est tenue, et Oseo n'a pas eu à se battre année après année pour qu'elle soit maintenue. Hein. En revanche, je vois un risque sur la garantie. Vous savez quelle est la programmation des finances publiques devant nous. Et donc, dans les 3 ans, dans le PMT, il est prévu 215 millions d'euros par an. Bon. En revanche, je vois un risque sur la garantie, puisque les fonds de garantie, pour fonctionner, doivent être abondés. Ils avaient été massivement abondés en 2009, 900 millions d'euros. Ça a permis de tenir jusqu'à 2012. J'ai obtenu du président de la République qu'il soit abondé de 100 millions d'euros en 2013 par prélèvement exceptionnel sur le PIA, ce qui nous permet de tenir 2013-2014. La question se posera sur 2015-2016, de savoir comment on réabonde les fonds de garantie. Hein. La bonne nouvelle, c'est que ces garanties sont accordées sur des crédits qui sont finalement pas de mauvaise qualité. Donc la sinistralité est pratiquement toujours plus faible que prévu. Bon, on vit là-dessus. Il est normal que la Caisse des dépôts et consignations se pose, exprime l'inquiétude qui est, en 2015, si on n'a pas 100 millions d'euros pour la garantie, est-ce qu'on va nous demander de pomper 100 millions d'euros sur les dividendes des fonds propres pour aller alimenter des fonds de garantie de la banque? Eh bien, ça sera la décision du conseil d'administration de la BPI. Si la Caisse ne veut pas, ça ne se fera pas. 50% du capital et une très forte présence dans la gouvernance, 50% de la gouvernance. Hein. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce point de vue-là. Bon, d'une manière générale, vous verrez que mon propos est toujours de dire qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Parce que tout est quand même construit et verrouillé pour que cette entreprise fonctionne vraiment bien. Alors, entreprise publique locale, SM, je n'ai pas de réponse à la question, je ne connais pas du tout le sujet. Je ne connais pas du tout le sujet, monsieur le sénateur. Donc je vous reviendrai, je ne sais pas répondre à votre question. Sur le CIR, Arnaud Codot, qui est ici, qui est le directeur financier d'Oseo et que je proposerai de nommer comme directeur financier de la BPI, me fait donc une petite fiche, parce que je n'avais pas la réponse moi-même à la question, qui dit on préfinance déjà, ça c'est ce que j'avais en tête, et on va ouvrir une garantie en 2013, car la créance n'est sécurisée qu'en dépenses validées. Elle reste co-responsable, t'as écrit ? Compensable. Une fois la dépense validée, elle reste compensable par ailleurs. Donc ça représente un risque pour les banques de préfinancer le CIR. Voilà. Ce n'est pas le cas du CICE. Et donc on va ouvrir une garantie aux banques pour qu'elles soient plus allantes sur ce sujet qui est important pour elles aussi, comme pour les Et là, parce que, pardonnez-moi, tout le monde n'a peut-être pas très bien entendu, parce que le directeur financier s'est exprimé sans micro,
Est-ce que vous pourriez nous redire comment les choses vont fonctionner? Alors, un des fonds de garantie de ZEO va être ouvert à l'objet de crédit préfinancement du crédit d'impôt recherche, lequel préfinancement du crédit d'impôt recherche n'est pas complètement sécurisé parce que la nature de la créance fiscale n'est connue qu'une fois les dépenses effectivement réalisées et contrôlées d'une part, et que d'autre part la créance est compensable avec éventuellement d'autres créances fiscales ou d'autres recettes fiscales. Donc c'est un objet difficile à préfinancer pour les banques. Et pour cette raison, on va ouvrir un fonds de garantie, on va étendre la surface du fonds de garantie innovation au préfinancement du CIR, pour que les banques soient plus allantes en termes de prise de risque, parce qu'il faut prendre du risque aujourd'hui pour préfinancer le CIR. Voilà. Qui est ouvert au sein de BPI, qui va être ouvert au sein de BPI. C'est une extension d'objet d'un fonds de garantie. En fait, il fallait très peu de choses, donc c'est désormais qu'elle est fait. Merci beaucoup de cette précision qui est importante. Monsieur le préfigurateur, aviez-vous terminé? Je crois que vous vous êtes efforcé d'apporter les éléments les plus précis possibles. J'avais une question de mes collègues. La vôtre, à laquelle je n'avais pas répondu, Monsieur le Président, voilà. Qui était société faîtière aux EO. Est-ce que c'est dramatique que ce ne soit pas le cas? Voilà. Oui, voilà. Je ne pense pas que ce soit dramatique du tout, sinon je me serais battu jusqu'au bout. Non, honnêtement, dans cette affaire, le mieux est peut-être un peu limite bien. Le fait que l'entreprise soit construite de manière totalement normale et pas byzantine fait qu'un investisseur coréen, japonais, voyant cette affaire de loin, est rassuré. Donc nous avons vu Moody's vendredi matin, excellente réunion. Et le premier roadshow va démarrer le 31 janvier. Bon, ça sera l'heure de vérité, on verra quel est le spread d'Oseo sur la prochaine émission, mais à titre personnel, je n'ai pas d'inquiétude. Merci beaucoup, Monsieur Dufour. Alors, nous allons donc passer au vote, mais en votre absence, naturellement, bien sûr. Et donc, je demande aux membres de la commission et à eux seuls, ainsi qu'à nos collaborateurs, de rester, et à Monsieur le préfigurateur, ainsi qu'aux membres de la presse, de bien vouloir nous quitter. Voilà pour l'audition de Nicolas Dufour, qui a donc été nommé directeur général de la BPI, la Banque publique d'investissement. Si vous souhaitez revoir cette audition, elle est disponible en VOD sur notre site internet publicsena.fr. Je vous retrouve cet après-midi à partir de 16h30 pour suivre la séance publique. À tout à l'heure.